Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Exactement 35 ans, ce 19 février, que démarrait au Bénin la conférence nationale des forces vives de la nation. Des assises qui ont abouti à l'instauration de la démocratie. Retrouver dans ce 13h au Bénin le rappel de quelques faits marquants de cet événement. Ensuite, visite à la GDZ de zone économique spéciale de Glodigué du Collège des ministres conseillers. C'était la première sortie d'ensemble de ses collaborateurs du chef de l'État, dont l'objectif est d'aller voir et d'apprécier la révolution industrielle et économique en cours dans la zone. Ils ont eu l'occasion de célébrer le chef de l'État Patrice Talon dans sa vision de faire du Bénin un pays hautement industrialisé. Et puis enfin, Cotonou a abrité un atelier sur la biodiversité dont nous ferons écho dans ce 13h au Bénin. Le projet Biodev 2030 qui mobilise les acteurs pour sa phase 2 qui va bientôt prendre corps. Des réflexions se mènent pour l'intégration de la biodiversité dans les instruments de politique publique sectorielle. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. On parle histoire à l'entame de cette édition. Il y a exactement 35 ans, le 19 février 1990, que le Bénin est devenu une démocratie à la suite de la tenue réussie de la conférence des forces vives de la nation à l'initiative du président Mathieu Kérékou. Toutes les forces vives s'étaient retrouvées à l'hôtel PLM à Lédio pour poser de façon irréversible les fondations de ce qui est devenu depuis lors démocratie béninoise. Dans l'élément que nous vous proposons, Vigila Rodéon nous rappelle le contexte et quelques faits marquants de ces grandes assises nationales. La conférence nationale souveraine de février 90 est née de l'idée d'ouverture de Mathieu Kérékou, dépassé par les contestations et les frustrations dues justement aux arriérés de salaire et à la violence de son régime. C'est ainsi que le 4 août 1989, les discussions ont commencé entre Kérékou, les syndicats et les anciens exilés. Discussions ayant abouti à la création le 22 décembre 1989 du Comité national préparatoire de la conférence des forces, dont la présidence a été confiée à Maître Robert Dossou, avocat et homme politique. Le plus important pour les responsables en ce moment-là, c'était de créer une constitution démocratique qui permette aux populations de juger et de décider elles-mêmes. Principal but de la conférence, qui d'ailleurs devait entériner la séparation du parti et de l'État, la création d'un poste de Premier ministre et la déconcentration du pouvoir. Dans l'après-midi du 19 février 1990, le premier jour de la conférence, le délégué Alexis Rontondi a déclaré « La conférence nationale proclame sa souveraineté et la suprématie de cette décision, l'une des questions cruciales qui a longtemps marqué les débats. » Mais la question de savoir si Mathieu Kérékou allait reconnaître cette souveraineté a donné lieu à une autre bataille tranchée le 25 février 1990 par un vote. 370 délégués avaient alors opté pour la souveraineté contre 17. En conséquence, les décisions de la conférence sont exécutoires. A contrario, toutes celles issues du parti unique tombent en désuétude et sont illégales. Le 26 décembre, Kérékou a assisté à la conférence pour tenter de renverser la décision. Mais il n'aura pas gain de cause. Dans la foulée, un Premier ministre a été élu en la personne de Nicéphore Diodoré Soglo, fonctionnaire international de la Banque mondiale. La conférence s'est clôturée le mercredi 28 février 1990. Le rapporteur général Albert Tevo Idré a déclaré une reconquête de soi, de sa dignité, de manière à reprendre l'initiative historique, la responsabilité de son destin dans l'amitié avec les autres peuples et nations. Mathieu Kérékou, dont la présence était devenue entre-temps indésirable, a finalement accepté les conclusions de la conférence nationale et a affirmé que son administration allait aider à mettre en œuvre cette décision. Et plus particulièrement l'homme de piété qui a présidé à vos travaux, son Excellence Monseigneur Isidore de Souza qui est ici présent.
Et bien voilà à l'instant le rappel des faits marquants de cet événement, la conférence nationale des forces vives de la nation avec Vigila Rodéon. Suivez également dans la suite de nos éditions d'autres éléments toujours sur cet événement. Le Collège des ministres conseillers était ce mardi en visite à la GDIZ, zone économique spéciale de Glodibé. C'était la première sortie d'ensemble de ses collaborateurs du chef de l'État dont l'objectif est d'aller voir et d'apprécier la révolution industrielle et économique en cours dans la zone. Ils ont eu l'occasion de célébrer Patrice Talon dans sa vision de faire du Bénin un pays hautement industrialisé. Le point de cette visite dans ce reportage. Avant la visite proprement dite, c'est ici, dans l'une des salles du guichet unique de la zone industrielle de Glodibé, que le directeur général de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie a reçu les ministres conseillers. Au cours de l'entrevue, il a été exclusivement question de GDIZ, une zone industrielle intégrée développée sur 1640 hectares dans le dessein de créer des chaînes florissantes de valeur allant de l'approvisionnement en matières premières à l'exportation des produits finis via la transformation des ressources. Au Bénin, ce que nous faisons désormais, c'est que nous ne copions pas les autres. Nous étudions les différents modèles et nous les adaptons à nos réalités et nous essayons de faire mieux. Les hôtes de l'Etondi Béton ont eu le privilège, une fois sur le terrain, d'appréhender la grandeur de la vision qui a sous-tendu la création de la GDZ, notamment à travers la visite de Bénin Textile, du centre de formation et de production textile et de l'unité de production de carreaux. C'est un sentiment de grande fierté qui m'anime en ce moment et d'admiration pour la mise en œuvre de cette vision de développement pensée et effective par le président Patrice Talon. C'est incroyable ce que nous avons vu. On se croirait dans une grande industrie, dans un complexe industriel digne des États-Unis. Que tous les Béninois s'organisent de façon groupée, ils peuvent venir visiter pour se donner une idée de ce que le soja qu'ils cultivent, ce que ça devient. Le cajou, le coton. Et donc, à votre jaqueton, en toute humilité, c'est de l'inédit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on demande la définition du développement, il y a une seule personne qui a la réponse. C'est le président Patrice Talon. Et c'est pour ça que je demande à la classe politique de se mettre ensemble pour célébrer l'homme de vision. Pour les ministres conseillers, ce fleuron de l'économie nationale traduit la matérialisation de l'approche industrielle que le président Talon entend donner au Bénin. La GDZ, à la date d'aujourd'hui, c'est plus de 14 000 emplois pour les jeunes. Dans les tout prochains mois, une dizaine d'unités vont entrer en production et il est attendu 30 à 35 000 emplois d'ici à fin 2025. Cotonou a abrité un atelier sur la biodiversité. C'est en effet le projet BioDev 2030 qui mobilise les acteurs pour sa phase 2 qui va bientôt prendre corps. Des réflexions se mènent pour l'intégration de la biodiversité dans les instruments de politique publique sectorielle au Bénin. Justement, compte rendu de la cérémonie d'ouverture de ces travaux avec Teddy Goudalo. Deux activités majeures mobilisent ces acteurs clés de la biodiversité à Cotonou. Ils sont appelés à mener des réflexions techniques sur l'intégration de la biodiversité dans les instruments de politique publique sectorielle au Bénin, puis procéder au lancement du projet BioDev 2030 phase 2. La phase 1 de BioDev 2030 a montré au Bénin, mais aussi au Sénégal et en Guinée, que la biodiversité est menacée par des pratiques telles que l'agriculture intensive, l'exploitation des ressources naturelles et l'urbanisation. Aussi, cette phase 2 de BioDev 2030, au-delà des constats et des diagnostics, a pour objectif de passer à l'action. Il s'agira de sélectionner un territoire pilote sur lequel on va élaborer d'abord des plans d'action qui vont être convertis en une note conceptuelle prête pour être financé à la fin de la deuxième phase de mise en œuvre. L'autre chose, c'est d'accompagner également l'État dans les réformes pour que la biodiversité puisse être intégrée dans les politiques publiques sectorielles. Le projet BioDev 2030 a vu le jour en 2019. 15 pays, dont 12 en Afrique, en sont bénéficiaires.
Avec l'accompagnement financier de l'Agence française de développement, la première phase a renforcé le dialogue pour une meilleure intégration des agents écologiques dans les politiques publiques et les stratégies sectorielles. En tant que bailleur, l'Agence française de développement place Biodev 2030 au cœur d'une dynamique inclusive avec des acteurs divers, les gouvernements, les ONG, les scientifiques, le secteur privé, capables de concevoir ensemble des stratégies de transformation sectorielle. L'un des grands défis de ce projet sera de renforcer les capacités des acteurs locaux à mobiliser les ressources financières pour la biodiversité et à soutenir la création de solutions novatrices et durables. La deuxième phase de ce projet s'annonce donc avec plus d'impact, notamment l'adoption de pratiques productives conciliant biodiversité et développement. Les travaux sont prévus pour durer 3 jours. Le ministre du Cadre de vie était face aux hommes des médias pour leur décliner les caractéristiques des logements économiques et sociaux réalisés à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Le gouvernement s'apprête à lancer la commercialisation de ces habitations qui, au dire du ministre, répondent aux normes et aux standards internationaux. La sécurité foncière est garantie et ces logements seront cédés à des prix concurrentiels. On écoute ici les précisions du ministre José Tonato. Pour parler de la cité du Ouedo, qui est vraiment, aujourd'hui, on n'en parlera jamais assez, est une écocité, est une ville verte, est une ville durable, est conçue dans les normes environnementales avec les standards les plus élevés. Nous avons près de 11 000 unités. 11 000 unités, tous F4, c'est-à-dire que tous les logements sont un salon et 3 chambres, en unité individuelle, en maison individuelle ou en appartement. Je disais que les standards de décence, de confort et les standards techniques sont respectés, mais la prouesse a été également de construire des logements économiques, voire des logements sociaux, mais avec des exigences de qualité et de finition jamais atteintes dans notre pays, j'allais dire, dans la sous-région. Quand le DG va vous faire visiter le jour du lancement les logements, vous verrez que les vidéos qui circulent et que vous voyez ne sont pas une fiction, mais c'est une vraie réalité. Mais dans ce programme-là, je disais que tous les ingrédients d'un logement décent sont respectés. J'ai parlé des standards. Vous allez rentrer en tant qu'acquéreur avec une sécurité foncière. Et c'est la première fois qu'on va livrer un programme viabilisé à 100%, voirie, assainissement, éclairage, eau, électricité, fibre. Avec tous ces efforts-là, il était important de ne pas prendre le risque que le projet devienne un éléphant blanc. Le top est donné. Il y a une partie qui est terminée qui va être mise en commercialisation et le reste va suivre progressivement. La cadence sera annoncée pour que tous les Béninois qui sont demandeurs puissent accéder à un logement décent, mais aussi que des promoteurs immobiliers privés puissent prendre de la graine et suivre ce que l'État fait avec les facilitations que l'État va mettre en place pour aider le secteur. Et puis aux côtés du ministre du Cadre de vie, lors de cette séance d'échange avec les professionnels des médias, il y avait le directeur général de la CIMO. Il revient ici sur les conditions d'accès à ces logements économiques et sociaux. On va suivre les explications du patron de la CIMO, Achille Oussou, au micro de Estetofa, Rachid Sobero. Donc la modalité prioritaire principale sur le programme, c'est de la location à cession. Donc vous rentrez en tant que locataire, on calcule le loyer, la mensualité correspondant à votre choix. Et en tant que locataire, comme la loi l'indique, vous payez 3 mois de caution. Lorsque vous êtes retenu, on vous remet votre clé
et à la fin de chaque mois, vous payez votre loyer jusqu'à finir la période. Et donc, les logements que nous avons sont de deux catégories. Il y a ceux qui sont vraiment sociaux, mais tous les logements sont construits avec les mêmes matériaux, dans les mêmes rigueurs, avec une mixité. Donc on a mélangé, on n'a pas fait les quartiers par catégorie de logement, non. Tout a été conçu ensemble avec les mêmes viabilisations. Mais le niveau de subvention que l'on accorde, par exemple, à un enseignant, à une infirmière, est plus important que la subvention que l'on accorderait à un cadre supérieur financier banquier, par exemple. Et c'est ça qui fait juste la péréquation qui a été utilisée pour déterminer les prix donc de vente et les mensualités correspondant à chacun des logements. Ainsi, par exemple, sur le programme, avec moins de 100 000 francs, vous pouvez entrer 100 000 francs mensuels, vous devenez propriétaire de votre logement, de type FK 3 chambres et salon, avec toilettes incorporées, avec place de parking, etc. Si vous avez donc la possibilité de regrouper, disons, 97 000, pour être précis, x 3, vous rentrez directement dans votre logement dès que vous êtes attributaire. Et pour que ce ne soit pas fantaisiste non plus, comme dans tout programme, à la réservation, il y a des frais de dossier à payer. Les frais de dossier sont de 50 000 francs pour les logements sociaux et de 100 000 francs pour les logements. Dans la suite de cette édition, à présent, on parle de l'élaboration de la feuille de route 2024-2026 du réseau des instances africaines de régulation et la communication. Les travaux se tiennent à Cotonou pour le compte du comité d'orientation. Les grands axes stratégiques à évoquer tournent autour du rôle de cette fêtière auprès de l'organisation d'intégration continentale et les enjeux technologiques nouveaux comme l'intelligence artificielle. Les détails avec Candide Ronrinton. Le Bénin, siège de l'institution continentale, accueille cette rencontre de taille. Il s'agit d'un conclave statutaire du comité d'orientation du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Cette séance de travail du biennium 2024-2026 donne suite aux recommandations de la toute dernière Assemblée générale. Merci d'être venu. Je sais que le président a un agenda très chargé. Je ne sais plus que lui-même. S'il n'était pas ici ce matin, peut-être il serait obligé d'être pour la remise du camp du Bima. Il y a la remise du prix Fouette-Boigny. Et vous avez quand même tenu à faire vos obligations continentales. Nous nous acquitterons de cette charge avec bonheur et avec beaucoup de responsabilité. Et cette réunion d'aujourd'hui est particulièrement importante parce que c'est celle-là qui va permettre d'établir, d'élaborer, d'adopter la feuille de route, laquelle s'imposera à tous et dont tous s'inspireront. Dans cette feuille de route, on va y travailler. Il y a des esquisses, il y a un projet sur lequel on va travailler. La feuille de route à examiner et adopter repose déjà sur de principaux axes stratégiques. Elle va s'intéresser aux défis de positionnement effectif du RIAC en tant qu'organe consultatif de l'Union africaine et la réelle implication des régulateurs nationaux membres de l'instance. La question de l'intelligence artificielle est aussi au débat, au volet de son rôle dans la désinformation, la mésinformation et la propagation du discours de haine. Il faut que nos informations, notre communication, notre information se réfèrent à nos réalités. Et c'est le rôle des régulateurs d'apporter leur contribution, surtout face à des situations qui sont générées à travers les plateformes numériques, les réseaux sociaux, qui devraient normalement être un profit pour tous, mais malheureusement utilisés par certains pour détruire nos sociétés. Le président de l'institution de régulation ivoirienne, à la tête du RIAC, a salué les conseils de la 7e mandature de la RAC pour leur récente distinction dans l'ordre national du Bénin. Il a particulièrement reconnu les mérites du président Edouard Loko pour son travail de continuité au secrétariat exécutif du réseau depuis son entrée en fonction.
On évoque maintenant l'allégresse des membres du réseau des agences de Salam, Alliance Bénin Assurance, qui se sont retrouvés à Parakou en fin de semaine ensemble. Ils ont fait le bilan des activités de 2024 avec une forte projection sur 2025. C'est à la faveur de ce qu'il convient d'appeler la convention annuelle. Tout s'est déroulé en présence du directeur général de cette maison d'assurance, mais aussi de notre journaliste Luri Chabalo. Voici le reportage. Après Boycon en 2024, c'est la ville de Parakou qui a abrité la convention générale des agences de Salam Alliance Assurance Bénin pour le compte de l'édition 2025. Initiée par la direction générale de l'assureur, cette rencontre annuelle est l'occasion de passer au scanner les performances de l'année écoulée, primer les meilleures agences et fixer les objectifs à atteindre pour la nouvelle année. L'objectif 2025, c'est une croissance d'à peu près 15% que nous demandons à nos agences, que nous-mêmes nous sommes fixés, que le conseil d'administration nous a fixés et que nous répercutons sur les agences aujourd'hui. Ils sont contents. Globalement, ils ont fait une croissance de 11% l'année dernière et donc s'attaquer à un record de 15%, ce n'est pas un problème pour eux. En 2024, c'est l'agence Coton-Lait de Raïssa Afoukou qui a réalisé la meilleure performance. À l'instar de cette dernière, les meilleures agences ont été distinguées avec des prix allant d'un bon de voyage à des chèques remis par le premier responsable de Salam Alliance Assurance Bénin. C'est le travail. Rien que le travail, comment nous travaillons, c'est le marketing, le déplacement sur le terrain, se déplacer, aller voir les clients. Donc, nous avons un portefeuille un peu large. Dans le rang des responsables de la maison d'assurance et des participants à cette convention, c'est un sentiment de satisfaction qui se dénote. Nous avons eu en face de nous des gens déterminés, des gens conscients de ce qu'on leur demande, des gens qui ne se laisseront pas faire par les autres sur le marché. Ça s'est bien passé, on a eu des apports positifs, tout s'est déroulé dans une ambiance conviviale. Salam Alliance Assurance, c'est le mariage entre deux assureurs mondialement reconnus, de grands assureurs représentés au Bénin grâce au leadership du DG Edmond Bossou. La rencontre de Parakou, marquée également par une sortie touristique, s'est achevée dans une ambiance festive par cette soirée de gala. Et pour finir cette édition, la société Socar Bénin fait de nouvelles offres à sa clientèle passionnée de véhicules haut de gamme. La société a mis sur le marché de nouvelles voitures. C'est une nouvelle marque d'automobile qui allie confort et sécurité. La cérémonie de lancement s'est déroulée dans le showroom de l'entreprise à Cotonou, compte rendu Hugues Vigningbe et Derompavi. Elles affichent une carrosserie irrésistible, sont puissantes, à la pointe de la technologie et respectueuses de l'environnement. Autant de qualités qui séduisent les chefs d'entreprise ici présents. Shangan Auto, c'est la marque de ces nouveaux joyaux de la société Socar Bénin. Notre partenariat avec Shangan Auto est le fruit d'une vision commune. Offrir aux conducteurs béninois des véhicules qui allient sécurité, confort et performance. Cette marque est différente de la plupart des autres marques qui existent en Asie. Shangan est le premier constructeur automobile de Chine et aujourd'hui les véhicules qu'il propose sont supérieurs en tout point, en termes de design, en termes de qualité, en termes de service. Et je peux vous dire autre chose, c'est que la garantie qu'ils offrent à tous leurs consommateurs est supérieure. Les vedettes de cette gamme de véhicules intelligents sont la CS35, la CS55+, la CS95 et l'Unica. Vous avez également, à l'intérieur du CS35, un écran de bord numérique intelligent offrant toutes les informations essentielles et un écran tactile d'infodivertissement
avec une interface fluide et intuitive. Le CS35 dispose d'un assistant vocal intelligent. Moi, j'ai l'avantage d'avoir essayé l'une des premières sur au moins 500 km. Je peux vous dire que sur la fiabilité, la sécurité, la performance, sincèrement, elle n'a rien à envier aux voitures occidentales, je dirais. Filiale du groupe Fadoul, la société Socar Bénin est spécialisée depuis 1988 dans la distribution de véhicules particuliers et utilitaires sur le territoire national. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h. Votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.